Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à à notre studio Guérillo de Carignan. Aujourd'hui, on va voir justement la cinquième épisode du Guérillo. Et puis aujourd'hui, on va regarder justement les histoires d'horreur qui sont créées par les arbres polymères, puis comment les éviter aussi. Absolument, Robert. Donc, je me présente, Luc Deschenaux, votre directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes. Et avec moi aujourd'hui, Robert Cadieux, qui est le directeur marketing pour Alliance. Oui, bonjour, messieurs, dames, parce que je présume qu'on a aussi des dames avec nous. On en a quelques-unes. Et puis, j'aimerais aussi présenter Craig Mackinson, qui va être là justement pour tous les petits problèmes techniques qu'on pourrait avoir. Oui, pour le support. Pour le support, pour pouvoir communiquer directement avec notre studio au New Jersey. Exactement. Donc, allons-y pour la plateforme que vous avez à l'écran. C'est la plateforme d'Emio qu'on utilise. Donc, pour ce qui est de cette plateforme, où vous avez la flèche, c'est vraiment de façon à faire en sorte que vous allez avoir une expérience au maximum, donc plein écran. Et ensuite, au niveau du cercle bleu, évidemment, Robert, c'est la section qu'on préfère, donc la section des questions et commentaires. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous au cours de la présentation. On va essayer de répondre le plus possible aux questions et si jamais on n'y arrive pas durant la présentation, eh bien, on va se faire un devoir de vous répondre par la suite. Par la suite, effectivement. Ouais. Donc, on est là pour bien répondre à vos besoins, donc à tout ce que vous allez avoir de besoin. Et puis, naturellement, il ne faut surtout pas oublier que Luc est là justement pour vous desservir si jamais vous avez des démonstrations à faire. Oui, si vous voulez en apprendre plus sur les produits, si vous voulez que je vienne avec votre équipe, gênez-vous pas, communiquez avec moi. Vous avez toute mon information là, dans le courriel que vous avez déjà reçu. S'il y a quoi que ce soit, ça va me faire un plaisir d'aller vous voir sur les chantiers. Greg, s'il vous plaît, tu nous apporteras-tu au tirage? Oui, donc à chaque semaine, Robert, on fait tirer 10 magnifiques prix, dont le premier prix est la fameuse glacière Yeti Thermos de 25 litres. Ensuite de ça, on a 2 cartes Amazon de 50 $. On a 5 tasses Thermos avec le magnifique logo Alliance. Et ce qu'on préfère, Robert, des bons biscuits. Des bons biscuits. 2 boîtes de biscuits Insomnia. Donc, vous allez recevoir directement à la maison si vous gagnez. À la fin de la présentation, simplement remplir le petit formulaire. Et puis, si vous gagnez, eh bien, à ce moment-là, vous allez recevoir le tout directement à votre porte. À votre porte, à la maison directement. Ouais. Donc, les histoires d'horreur, justement, du sable polymère, comment ne pas être victime? C'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir, entre autres? Là, ça va être comment fonctionnent vraiment les sables, OK? L'importance de la compaction et de la consolidation. Un bon arrosage, qui est toujours très approprié. Les hauteurs de joints qu'on devrait avoir, OK? Et puis finalement, un bon drainage sur l'ensemble de vos projets. L'historique des sables polymères, justement, remonte à loin. Là. Au début, on utilisait justement les sables réguliers, OK? C'est dans ton temps, ça, Robert? Oui, c'est pas mal dans mon temps, ça. OK? Et le tout était parfait, mais disons que c'était pas nécessairement parfait parce qu'on avait la pousse d'herbe, on avait les fourmis, et puis on avait beaucoup d'érosion aussi. Avec un peu d'eau, les joints s'évidaient tout le temps, donc c'était toujours à refaire de remplir les joints. Depuis quelques décennies, justement, maintenant, nous avons eu l'avenue des sables polymères, OK? Avec leurs bénéfices. Les bénéfices qui, comme on a parlé tantôt, c'est-à-dire comme on va en parler tantôt, il y a plusieurs bénéfices à avoir. Et puis, naturellement, ça va réduire les effets de pousses de mauvaises herbes, de fourmis, puis encore une fois, l'érosion. Donc, les problèmes qu'on avait auparavant sont maintenant résolus. OK? Et créant de surcroît, justement, une popularité encore plus grande sur les pavés, l'ensemble du monde des pavés. Oui, mais première chose, Robert, qui est important de mentionner, c'est qu'il y a une mauvaise conception au niveau des sables polymères, à savoir, ils devraient être solides de haut en bas. C'est pas nécessairement ça qui devrait être. Là. Non, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? C'est que le sable polymère va vous offrir un joint solide si vous faites l'installation de la bonne façon. Donc, vous allez avoir une croûte de surface entre 1/4 à 1 pouce. Et parfois,
va pratiquement avoir pris sur l'entièreté du joint, ce qui va vous donner une bonne durabilité, une bonne résilience du produit. Ça va être flexible, il va faire son travail et ça va être tout ça supporté par le matériel qui a été compacté ou consolidé là, dans les joints. Donc, ce qui va vous offrir une bonne interlock au niveau du pavé. Du pavé, oui. Donc, diminution d'érosion ou plus ou moins élimination. Élimination. Les fourmis, la mauvaise herbe. Donc, l'idée, c'est comme ça que ça va fonctionner là, si tout est bien fait selon les règles de l'art. Effectivement. Moi, il y a un mot que je retiens là-dedans, flexibilité. OK? Ouais. Flexibilité, parce que justement, dans le sang polymère, on vous offre cette possibilité de reprendre là où les espaces demeurent mouillés. Ben, il va pouvoir se réajuster au fur et à mesure de l'installation. Là. Absolument. Mais nous avons aussi une différence. Quelle est-elle, Luc? Bien, en fait, c'est que sur nos projets, là, on peut retrouver, comme ici, on le voit à l'écran, des couches qui seront très, très minces. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on défait un joint comme ça, vous allez le voir à l'écran, là. Donc, une couche très, très mince, puis souvent du matériel là, pas activé du tout en dessous. Donc, évidemment que c'est une autoroute pour nos amis les fourmis. Et c'est un mauvais résultat là, qui va vous emmener à un échec assuré rapidement. Donc, l'érosion, votre croûte de surface risque de se détacher assez rapidement et on va avoir un échec assuré. Effectivement, c'est qu'est-ce qu'on obtient avec une couche mince. Ouais. Maintenant, vas-y, Luc. Oui, donc alors que si on prend un joint qu'on a fait convenablement, qu'est-ce qui va se passer? Il va trop vite. Là. Donc là, on a vraiment, évidemment qu'on a fait les installations hier, mais là, on a une croûte qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse. Quand même dure à la surface. Oui, la surface est dure et évidemment que ce n'est pas tout sec, mais le matériel se tient, est cohésif et gommant. Donc, avec le temps de séchage requis, évidemment, vous allez avoir un produit qui va être beaucoup plus performant, à long terme. OK. Donc, nous allons en avoir sur plus d'arrosage, mais il est toujours à noter que nous avons ce que nous voulions au départ, c'est-à-dire une croûte beaucoup plus épaisse. Pas une croûte, mais une croûte beaucoup plus épaisse et plus solide et qui est quand même malléable. Oui, absolument, absolument. On veut un produit flexible. Donc, ce qui en est d'une bonne couche, ça va être fonctionnel, ça va être flexible avec le temps. Donc, la cure va faire en sorte que vous allez avoir un produit cohésif qui va durcir avec le temps de séchage lorsque la température va être belle à l'extérieur. C'est ça. Les températures chaudes et secs, c'est qu'est-ce qui va nous apporter justement la dureté du joint. Ouais. L'eau est peut-être un problème, mais tu as quelque chose peut-être à nous montrer là-dessus? Oui, allons-y avec la prochaine en fait, la prochaine démonstration qu'on a pour vous, c'est ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mouillé le joint et on l'a mis à l'intérieur d'un sac avec de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Pour réellement montrer que lorsqu'il est immergé en tout temps, c'est ça? Exact. Donc, si on a un endroit où il y a constamment de l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un joint qui est vraiment mou, qui est complètement saturé d'eau et que si on veut défaire, eh bien là, on a un matériel que, oui, il est humide, mais qui se défait. Donc, évidemment, il n'a peut-être pas encore atteint sa cure. L'idée, c'est que s'il est constamment dans l'eau, donc ce qui résulte d'une fondation qui retient l'eau, donc soit l'utilisation d'une poussière de pierre, qu'on va voir un petit peu plus en détail tantôt, Robert, à ce moment-là, ou des endroits humides. Des endroits humides. Des endroits humides. Donc, lorsqu'on parle de près d'une maison, on a des arbres, on a une haie. Alors, à ce moment-là, il faut prendre un petit peu plus de précautions à ce niveau-là. Puis, c'est même les sous-sols, c'est-à-dire que si on n'a pas de pente, hein,
Oui, il y a la pente qui doit toujours être respectée quand vous faites votre construction, donc minimum de 1 degré là, pour évacuer l'eau. Si on bâtit directement sur la glaise? Si on est sur la glaise, à ce moment-là, on veut essayer de s'assurer, Robert, d'avoir un système de canalisation qui pourrait sortir notre eau de votre système. Et ensuite de ça, donc, parce qu'on ne veut pas que le tout reste constamment mouillé. Parce que si le joint est constamment mouillé, bien évidemment, vous allez encore avoir une possibilité d'échec et en fait, une grosse possibilité, ou plus ou moins dire un échec assuré. Oui. Je crois qu'on a justement des questions qui ont commencé à rentrer, Luc. Oui, allons-y, Robert. Est-ce que les espaces ombragés causent la mousse, la moisiture et le mildiou? Ah oui, c'est mon préféré, ça. Donc, absolument, tous les endroits où on a de l'humidité constante vont causer ça, vont causer un joint qui va verdir pour la plupart du temps. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Non. Et naturellement, c'est donc dire que si on est carrément à l'ombre continuellement, si on est les pavés, c'est-à-dire le sable ou les pavés sont toujours à l'ombre sur un côté de maison qui est toujours à l'ombre. Exact. Donc, on ne s'aide pas pour la période de séchage. Oui, tu vas avoir le vent, là, mais le vent ne pénétrera pas en profondeur, il va être seulement en grande surface. Non, exact. Donc, c'est à ce moment-là que peut-être il faut se donner un peu plus de temps, même si le G2, on vous dit qu'il y a une prise rapide en 15 minutes, s'assurer de peut-être avoir une fenêtre un peu plus grande pour donner un temps au sable de sécher, parce que le premier séchage est très, très important. Ouais, c'est la partie la plus importante. Et puis, naturellement, qu'est-ce qui résume le tout ici, là, c'est tout l'environnement autour des joints qui va faire la différence. Là. Oui. Comme on l'a mentionné, là, que ce soit à l'ombre, et puis, etc. C'est qu'est-ce qui peut causer justement la moisissure ou Absolument. C'est l'environnement, c'est pas le sable. Non, on n'a pas mis des spores de pousses de mildiou dans nos produits. On n'a pas injecté ou mis des spores de fourmis. Alors, ce n'est pas des produits qui viennent du sable, c'est vraiment l'environnement qui cause ça. Donc, pour ce qui est de la mousse mildiou, c'est l'humidité constante dans un environnement. Et là, on va vous montrer là, quoi faire pour ne pas que ça arrive. Ça arrive aussi. Une deuxième question. Peut-on remplir un joint avec du sable régulier et avec du sable polymère? Écoute, une très bonne question, Robert, mais non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Notre sable est calibré là, avec la grandeur de granulométrie selon l'ASTM C144, pardon. Donc, c'est un mélange qui est fait avec des polymères, un sable sec qui va vous offrir une performance lors de l'activation. Oui, parce que définitivement, nos sables à nous, au départ, ils sont chauffés avant même qu'on ajoute le polymère dedans. Là. Oui, on veut s'assurer qu'il y ait 0,00% d'humidité. Absolument. Et très souvent, j'ai allé chercher des sables des fois pour les besoins de la cause, d'aller sur un beau chantier. Et quand je prends un sac qui sort de la ligne, il est chaud, très chaud. Donc, pour s'assurer qu'on vous donne la meilleure qualité possible là, du produit. Donc, la granulométrie est importante, mais encore une fois, là, si on parle de faire du sable régulier plus du polymère par-dessus, du sable polymère par-dessus. Ben, écoute, on n'aura pas de résultat efficace du tout. Vous n'aurez presque pas de polymère. Donc, oui, peut-être ce que vous allez activer va donner une petite croûte, mais à très court terme, vous allez avoir un échec assuré. Donc, s'il vous plaît, ne trichez pas. On parle, Robert, si on prend la moyenne des installations que vous faites, environ 500 pieds carrés, vous allez sauver des dollars là, sur le nombre de milliers que vous avez de matériel. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est à proscrire absolument. Dans mon livre à moi, ils n'en sauveront pas d'argent parce qu'il va falloir qu'ils retournent. Ça va juste causer du trouble. Puis, n'oubliez pas, là, je suis dans l'industrie depuis une trentaine d'années. C'est assez facile pour moi, lorsque j'arrive sur un chantier, que je constate une défaillance, de voir que vous avez fait ceci. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Donc, on a discuté justement des problèmes d'humidité. Oui. Mais pourquoi avons-nous un effet de semblant de trou et de gonflement là, sur les joints des fois? Ben, en fait, c'est que si vous activez votre sable dans un environnement très humide où vous obtiendrez des variations de surface. Donc, comme vous le voyez à l'écran ici, là, on a du gonflement ici. On a des crevasses que vous pouvez voir là si je bouge un petit peu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire,
au niveau de la crevasse qu'on a du matériel non consolidé. Au niveau du gonflement, c'est trop d'eau, donc ou pas assez d'eau. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque le soleil frappe sur votre installation, là, à ce moment-là, lorsqu'il veut sécher, il y a gonflement s'il n'y a pas eu bonne installation. Le gonflement est créé par l'eau qui essaie de monter. L'eau qui essaie de s'évaporer de votre joint. Donc, ça fait l'effet de pousser et c'est là qu'on a un gonflement au niveau du joint. Mais dis-moi, Luc, y a-t-il une façon de pouvoir justement remédier à la situation des creux autant que des gonflements? Oui, le premier élément, évidemment, c'est de s'assurer d'une bonne installation et un bon drainage, Robert. Un bon drainage. Donc, ce que vous voulez vous assurer, c'est d'avoir une fondation adéquate pour avoir un bon drainage, donc une bonne pente, que le sable de votre lit de pose est bien compacté et que la hauteur des joints est bonne. De façon à ce que lorsque vous allez activer le produit, que l'eau ne ruisselle pas sur votre surface, mais plutôt est dans votre joint et active le produit comme il faut. Comme il faut. Ouais. Mais par contre, si ça l'arrive, puis il y a un petit gonflement, puis ma base est bonne. Ça se pourrait que ça peut arriver des fois. L'idée, c'est laisser le temps au produit de sécher. Des fois, ça arrive à l'installation, puis il y en a qui m'appellent en panique. Laissez-lui le temps de sécher. Quand ça arrive au moment là, que vous venez juste de mettre de l'eau, à plus ou moins 100 %, là, ça va se replacer lors du séchage. Ouais. Fait qu'une job dit faite au printemps où il mouille continuellement, à mi-été, ça devrait être replacé. Ah, ça va assez vite, Robert. Là, on parle de quelques heures ou quelques jours, dépendamment de la température, mais ça va se replacer rapidement. Okay. Dès que votre système va chauffer, que votre sable va sécher. Donc, Luc, voyons maintenant quelles sont les causes d'échec du sable que tous connaissent et pas très bien, peut-être pas très bien. Oui, bien en fait, on vous l'a répété, je pense, quelques fois dans les dernières chroniques, mais la fameuse poussière de pierre. Donc, n'oubliez pas, la poussière de pierre, c'est le rejet des carrières. C'est ce qui résulte de lorsqu'il prépare, là, exactement, lors du concassage, lorsqu'il prépare le 3/4, le 0,3/4, etc. Donc, c'est un matériel très, très poussiéreux. Donc, d'une carrière à l'autre, ça varie. Il y en a qui c'est un peu moins poussiéreux, mais en moyenne, vous avez un matériel qui est très poussiéreux et ce n'est pas vraiment l'idéal pour un lit de pose. Donc, vous êtes mieux d'utiliser un sable à compaction ou une pierre nette, mais surtout éviter la poussière de cette poussière de pierre. Là, parce qu'en réalité, la poussière de pierre, c'est peut-être pas coûteux. C'est du calcaire, c'est de la pierre qui va se casser facilement. Plein de poussière, donc vous allez avoir un matériel qui est plein de petites particules. Donc, évidemment, ça peut bloquer l'infiltration d'eau. Et en fait, c'est carrément une éponge, Robert. Une éponge, absolument. Ouais. Donc, votre pavé, votre sable est constamment assis dans l'eau. C'est vraiment pas la meilleure solution. Donc, l'idéal, justement, ce serait peut-être un sable, disons, C33, là, un sable à maçonnerie. Oui, un sable à maçonnerie ou un sable à compaction ou, comme on l'a dit, là, la pierre nette. La pierre nette 3,8 ou un quart. Oui, comme notre ASTM numéro 9. l'ASTM numéro 9, exact. Oui, l'Aquarock qu'on a disponible pour vous. Mais en carrière, c'est possible de l'avoir aussi. Juste vous assurer que vous avez un matériel qui est concassé. Luc, j'aimerais peut-être passer à l'espace test pour montrer justement comment ça fonctionne, tout ça. Oui, absolument. Okay. Donc, allons-y. On va prendre la première boîte qu'on va vous montrer ici. C'est la fameuse poussière de roche. Et la deuxième, merci Robert, c'est le sable C33 qui est la recommandation là, au niveau de ICPI. Donc, c'est le produit à utiliser. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? On va faire une petite expérience. Si tu le veux bien, Robert. Oui, vas-y. Donc, on va mettre de l'eau dans la fameuse poussière de pierre et on va voir ce qui se passe. Donc, on met un demi-litre d'eau ici. Ça ne pose pas grand-chose à part d'avoir de l'eau. Et juste à mettre de l'eau, tu as vu la poussière, Robert. C'est incroyable. Là. La poussière lève juste à mettre de l'eau. Donc, si on y va maintenant au niveau de notre sable
C133, qui est la recommandation officielle de l'ICPI. Évidemment, on a un sable qui laisse drainer l'eau. On peut en rajouter un petit peu là, pour les besoins de la cause. Mais votre sable draine. Vidéo complet? Oui, on peut le vidéo complet juste pour vous prouver que ça va passer à travers. Là. Donc, tranquillement, comme vous voyez, là, l'eau se met à couler dès que le produit est imbibé. Ici, alors que si on regarde de l'autre côté, on n'a même pas une goutte d'eau, Robert. Même pas encore. Mais par contre, si on peut revoir le dessus ici, s'il vous plaît. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'effet de ciment, Robert. Tu vois la poussière. Le matériel est dur juste à venir mettre de l'eau dedans. Aucun drainage. Notre sable, parfait. Notre sable est mouillé, mais par contre, l'eau a passé à travers. L'eau a passé carrément à travers. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas une éponge qui retient l'eau. On veut que ça draine. Et puis, est-ce qu'on peut voir l'eau, justement, dans le cabaret? Très peu. Oui. Bon, on en a quand même. Là, il faut donner un petit peu de temps, mais c'est comme une plage, Robert. Il arrive une vague. En l'instant de quelques secondes, vous n'avez plus d'eau. Mais si on mettrait une plage en poussière de pierre, on serait dans la grosse boue constamment. Donc, l'eau ne pénètre même pas dans le produit. En fait, il est saturé d'eau. Il reste en surface et ça fait comme un ciment. Donc, c'est donc dire, encore une fois, ça vous prouve que la poussière de pierre, si on utilise la poussière de pierre, ce n'est pas l'élément parfait parce que votre pavé va toujours être dans l'eau. Le joint, il va toujours être dans l'eau. Donc, pour le pavé, ça va créer quoi? D'abord, avant tout, de l'efflorescence. Et puis, deuxièmement, votre joint, mais les capillarités du sable vont faire que l'eau va pouvoir monter à la surface. Ben, c'est ce qui résulte souvent. Du gonflage aussi, là. Oui, du gonflage. Et, hey, là, que mon sable ne sèche pas. Voici la raison. La raison est là. On sait très bien au Québec ou dans le nord-est là, canadien que beaucoup utilisent la poussière. Mais s'il vous plaît, essayez de changer vos façons d'installer. On vous le prouve ici, là, c'est assez facile à croire. C'est vraiment ce qui se passe et c'est ce qui fait que vous avez, pour la plupart du temps, des échecs au niveau des sables polymères. Et, naturellement, toutes ces défaillances-là, ça cause quoi? Ça cause que les bordures... Bien, ça fait des mouvements, Robert. Parce que là, c'est pas pire, on vous montre ça. Mais imaginez-vous que vous êtes à l'approche de la fin de la saison et que le gel arrive. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va gonfler. Bien là, tout votre système, l'eau qui est là, va geler. Puis évidemment, si vous n'avez pas de bonne ceinture, donc si vous n'avez pas bien installé vos bordures, donc l'importance d'utiliser les bordures, vous avez plusieurs options selon la fondation que vous utilisez. Donc, vous avez nos bordures Gator qui sont très solides avec un support latéral en 45 degrés à chaque endroit où vous mettez vos clous. Donc, ça vous donne un excellent support. Vous avez aussi, là, on a une bordure mini qui est 1 pouce de haut pour ce qui est de la pierre naturelle. Et notre dernière session, on vous a parlé de notre nouvelle bordure là, extrême. Qui est un composé cimentaire, modifié avec des polymères et avec l'ajout de microfibres. Donc, dépendamment de l'installation. Mais par contre, la bordure, c'est bien beau d'installer une bordure, mais c'est quoi la fondation que ça nous prend? Il faut toujours s'assurer d'avoir, pour tout projet piétonnier, au moins un 6 pouces excédentaire de votre soldat. Et pour ce qui est d'un projet véhiculaire, eh bien, un 12 pouces, donc très important. Donc, effectivement, les mouvements que nous avons, là, ça peut créer des problèmes qui débutent, mais ça ne veut pas dire que ça va donner des problèmes qui vont être réglés. Non, tu as raison, Robert. Le sable polymère est fait pour remplir les joints et non coller le tout ensemble. C'est flexible, mais ce n'est pas du mortier, là. Non, absolument, Robert. Donc, on a ici 2 pierres qu'on va vous montrer. Donc, si on peut aller à l'autre caméra. Donc, on a 2 pierres naturelles dont on a fait l'installation du sable polymère. Évidemment, les pierres naturelles, Robert, n'ont pas de système d'emboîtement. Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un mouvement? S'il y a un mouvement, bien,
On va juste tasser ici un peu. C'est certain que le joint ne voudra pas. Donc, il y a une flexibilité. C'est quoi? Mais là, qu'est-ce qui arrive? Tu cherches. Un couteau. Give me your knife. Donc, c'est si on a un mouvement, comme vous voyez, le sable est bien pris, mais si on a un mouvement des pierres, qu'est-ce qu'on va avoir? On laisse la planche en dessous. On va avoir un craquelage, Robert. Le produit va se décoller ici au niveau, évidemment, de vos pierres, peut craquer un peu partout au joint. Et là, qu'est-ce qui en résulte? Bien, on parle d'infiltration d'eau, on parle d'infiltration de tout ce qui est organique, la terre noire de l'environnement, les feuilles, les résidus d'arbres. Donc, qu'est-ce qui va arriver? De la pousse d'arbre à la limite. Donc, tout ça dit, bien important de s'assurer que qu'il n'y ait pas de mouvement dans le... Il n'y a pas de mouvement avant l'installation du sable polymère. Donc, la compaction, toujours importante au niveau du pavé, mais quoi qu'il y en ait... C'est encore plus grand, c'est encore plus vrai lorsque les gens maintenant installent les grandes pièces de 16 par 32 ou de 24 par 48. Exactement. On a des manufacturiers qui nous donnent des superbes pavés de grandeur quasiment monstrueuse. Alors, vous avez l'option. Vous devez à tout temps trouver une façon de consolider votre sable. Donc, avec la fameuse masse en rubber, en caoutchouc, pardon. Vous avez le mortier manuel, le pilon. La plaque à rouleau est une excellente option, Robert, lorsque surtout on a du grand pavé et même à la limite sur de la pierre naturelle pour l'avoir fait personnellement l'an dernier encore une fois. Donc, ça vient tout vibrer, ça stabilise votre projet et on s'assure que c'est stable. C'est stable sur l'ensemble. Et évidemment, d'avoir les bordures, la ceinture autour qui retient tout votre système. OK. Donc, effectivement, ceci, c'est une autre erreur, justement, que lorsqu'on parle du craquelage. Là, et puis, le craquelage est dû au mouvement, Robert. On ne se le cache pas. Là. Non, c'est dû au mouvement. Puis effectivement, c'est encore plus vrai dans un stationnement. Si on a des grandes pièces, le poids est beaucoup plus que sur un patio. Donc, tu vas avoir encore des plus grosses... Ben, en fait, c'est qu'on a du roulement. Donc, il y a de la force, il y a du poids qui veut forcer les pavés à bouger, à tourner lorsqu'on tourne les roues. Pour ce qui est d'un patio, ben, ça peut être n'importe quoi, mais le fait que votre projet est instable et qu'il y a une possibilité de mouvement, le produit est flexible, Robert, mais il a sa limite. Comme vous l'avez vu, là, il a fallu que je lève le pavé pour vraiment bien. Là, ça vous prouve que le sable fonctionne très bien. On a fait ça juste hier quand même. Là. C'est très solide. Il y a un maximum de flexibilité, mais à un moment donné, ce n'est pas un élastique indéfini. Est-ce que le sable polymère, on a une question qui vient de rentrer là. Est-ce que le sable polymère, justement, peut être utilisé pour les recouvrements ou overlay, là, oui, lorsqu'on parle d'avoir une base de béton sous votre installation de pavé, en fait, exactement, Robert, on a le sable polymère G2 supérieur au niveau de la ligne Alliance, c'est le Gatormax G2. Vous avez aussi le FlexLock Ultra G2 ou le Polybind Complete G2. Donc, ces trois produits-là sont conçus. On a été les premiers à vraiment concevoir, Robert, un sable pour les recouvrements. Alors, c'est important d'utiliser le bon produit. Le bon produit. Ouais. Sur ça, justement, on va aller peut-être juste à l'écran, apporter les recouvrements, une image des recouvrements. Oui. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est en réalité, si on regarde, on a une drill là, qui va nous faire un trou d'un quart, un demi. Oui, il y en a beaucoup qui pensent, Robert, qu'une petite mèche de cette grandeur-là est assez pour le drainage. C'est pas tout à fait vrai. Non. Pas du encore tout. moins, même encore une grosseur d'un 25 sous, là, comme on voit à l'écran, c'est pas encore assez. Non. Ça nous prend absolument, excusez-moi, ça nous prend absolument un trou de 2 pouces, qui va traverser la slab de béton et non juste un 2 pouces de surface, qui va traverser la slab de béton. S'assurer aussi qu'en dessous,
c'est des agrégats qu'on a là, c'est pas de la glaise, là. Que ça soit des agrégats. Un. Deux, il faut venir remplir ce trou-là avec de la pierre nette. Absolument. Okay? Soit dans un corps ou dans un 8, là. Et puis finalement, venir recouvrir le tout avec une géotextile pour empêcher justement que les débris puissent se ramasser dans le trou et venir colmater le Absolument, parce que pour la plupart du temps, lorsqu'on fait un recouvrement, le géotextile va venir, vous protéger contre la possibilité que votre slab de béton pourrait craquer. Donc, on ne veut pas un affaissement du système. Donc, protégez votre lit de pose, que ce soit pour la plupart du temps, pour un recouvrement, on va mettre un sable à compaction. C'est plus facilement ajustable. Alors, c'est ce qu'on veut. OK. On va poursuivre maintenant, si tu veux, Luc, dans la discussion avec la compaction. OK? La compaction, je pense que c'est un élément important, là. Bien, c'est un élément crucial, Robert. Donc, la compaction est un élément très important pour la performance de votre joint de polymère. Donc, si Craig, tu peux nous emmener à l'image, là, le 30-50. Il est là. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est que le sable à votre gauche, c'est la hauteur là, avant compaction. Et lorsqu'on compacte le joint, on a l'espèce de rectangle à votre droite. Donc, c'est la diminution là, due à la compaction. Donc, on parle entre 30 et 50 % d'affaissement de matériel que vous allez devoir remplir. Alors, très important, la compaction. Sinon, vous avez des espaces vides et vous êtes sujet à avoir un problème un problème d'affaissement, oui. Ouais. Donc, Luc, sur ça, justement, tu voulais nous présenter un petit dessin? Oui, amène-nous donc ça, là, Robert, le beau petit dessin qu'on a fait pour vous. Ben, c'est assez facile. Dans le fond, on va retourner en classe, mes amis, si vous le voulez bien. Donc, ici, évidemment, on représente là, les pavés. Ce qu'on a ici à votre droite, c'est les éléments de sable, donc les grains, d'où on n'a pas de compaction. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on a beaucoup de vide et on a quelques endroits où les grains se touchent, mais beaucoup de vide. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors qu'ici, à votre gauche, le matériel est compacté. Donc, Robert, là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a énormément d'endroits où ça se touche. Les vides sont beaucoup plus petits et c'est vraiment ce qu'on veut. On veut du matériel bien consolidé ensemble de façon à ce qu'il n'y ait pas d'affaissement dans votre joint qui va être constatable, là, qu'on va pouvoir constater lorsque vous allez l'arroser, il n'y aura pas d'affaissement. Donc, bien important. Pendant que je remette le tableau en place, sors-moi tes balles. Oui, on peut vous le montrer aussi d'une autre façon assez rapidement ici. Donc, vous avez ici des boules qui simulent pour les plus visuels. Donc, un joint non compacté. Donc, qu'est-ce qui arrive si... C'est quoi exactement? OK, ça, tu représentes où est-ce que les joints, les balles ne se touchaient pas, là. Exact. Le petit contact orange, ça vous montre là, les espaces qui donc ne se touchent pas. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il y a un poids à la surface? Ben, on va l'essayer. Allons-y. Hey, c'est pesant, ça? Oui, 10 livres, Robert. OK. Donc, on va avoir un résultat d'où il y a un affaissement, premièrement, et ça oscille, c'est tout croche, c'est pas stable, il n'y a pas de force là, ici. Il n'y a pas de force, là. Alors que si ici, on a compacté, donc tout se tient bien, on a beaucoup de matériel en place, et bien évidemment, on met un 10 livres, c'est stable. On va en rajouter. Pour les besoins de la cause, allons-y un autre. Et on a, évidemment, une force de joint. Le joint qui est beaucoup plus solide, là. Beaucoup plus solide. Et c'est ce qui va vous donner une performance du produit à long terme. Fait qu'effectivement, sur ça, justement, je pense que je te donne raison, Luc. Oui, c'est bon.
mais je voudrais juste aller un peu plus loin. Luc, Craig, s'il vous plaît, tu pourrais-tu nous apporter à l'écran les joints, les hauteurs de joints? Quelles sont réellement les hauteurs de joints qu'on devrait respecter, Luc? En fait, une bonne hauteur de joint, Robert, c'est toujours 1,8 plus bas que soit la surface de votre pavé si vous n'avez pas de chanfrein, ou 1/8 de pouce ou 3 mm sous le chanfrein. Sous le chanfrein. Okay. Donc, qu'en est-il maintenant si le joint est trop rempli, Robert? Eh bien, vous ne pourrez pas activer correctement le produit. Ce qui va arriver, c'est que l'eau va glisser, ruisseler sur vos pavés avec votre pente. Donc, il n'y aura pas de pénétration comme on veut. Le sable risque de gonfler parce qu'il va être mouillé, mais seulement qu'en surface. Donc, il risque de se contracter lorsque sèche. Ensuite de ça, on va avoir de l'inégalité à la surface. Donc, le sable va être exposé ou sera endommagé si on parle d'un trottoir ou patio au niveau pédestre, soit par les pieds seulement. Et si on parle d'une entrée, évidemment, avec les roues des véhicules. Ouais. Les pneus des voitures. Donc, c'est une question plus d'esthétique que de performance. Absolument. On n'est pas ici pour faire ça cute. Ça va être beau. Mais ce qu'on veut, c'est que le produit performe et vous donne ce pourquoi il a été conçu. Définitivement, le sable polymère n'a pas été conçu pour le roulement de véhicules, mais pour les joints de pavé. Okay? Exact. Luc, tu retombes en enfance, là, je pense que je t'ai vu tantôt avec ton petit camion. Là. Oui. C'est quoi le but de l'exercice de ça? Bien, si tu veux bien nous emmener notre prochain démonstrateur, Robert. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a le fameux joint beaucoup trop rempli avec du sable. Et on a ici un joint activé à la bonne hauteur, une hauteur de joint comme on voulait, un peu plus bas que le chanfrein. Et regardons ce qui se passe si on passe un véhicule dessus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici au niveau des roues? C'est qu'il y a contact. Il y a contact directement avec le joint. Alors que si on arrive ici, évidemment, même si la roue, bien là, évidemment qu'on a un petit véhicule. Mais l'idée est là, c'est que la roue ne touche pas à votre produit de sable polymère et c'est ce qu'on veut. C'est un matériel de jointement, c'est pas un matériel de finition comme un joint de céramique où on met ça égal. Alors, donc si on met notre deuxième véhicule, donc là, il y a contact. Il va y avoir érosion, que ce soit par les roues ou par les pieds seulement, ou peu importe, qu'est-ce qu'on peut glisser sur une surface pédestre. Et là, on a échec. Mais j'aime l'entendre, celle-là, quand même, parce que je me rappelle dans le début de mes années, là, c'est qu'est-ce que ma cliente voulait. Elle voulait avoir un joint qui était égal au-dessus du pavé. Oui, ça, c'est une très bonne, très bonne remarque. On voit malheureusement encore. Pour ce qui me concerne, lorsque je vais voir des appels de service, ouais, mais ma cliente m'a demandé de mettre ça beau. Bien évidemment, la cliente, je pense que ce n'est pas la professionnelle. C'est vous, le professionnel. C'est vous qui devez leur expliquer où va le sable polymère, à quelle hauteur il va et pourquoi. On a une garantie de 15 ans sur nos produits de sable polymère. Et si vous respectez la bonne hauteur et que vous faites les installations selon ce qu'on vous donne, vous allez avoir une performance à long terme. Alors que si vous jouez avec le feu en faisant un peu ce que vous voulez, il y a des grosses chances que vous allez à l'échec. Oui, parce que la garantie, naturellement, va être annulée à ce point-là parce que naturellement, ça ne respecte pas du tout ce qu'on a dit. Non, donc, exact. Les choses à retenir, justement, c'est de bien ceinturer votre projet, oui. de bien activer, c'est-à-dire de bien compacter votre sable et de bien activer aussi votre sable selon les besoins de la cause. Dans ce cas-ci, dans le G2, du 30 pour 30, c'est-à-dire 30 pieds carrés, 30 secondes. Oui, exact. OK. Donc, en plus d'ailleurs, si vous regardez justement les catalogues des manufacturiers, tu ne vois pas ça ici, là. C'est pas ça ici, tu vois, là. Non, on voit un beau joint. Des beaux joints. Faut pas oublier, Robert, les manufacturiers travaillent fort à vous concevoir des magnifiques pavés avec des superbes couleurs. Puis, des fois, certains pavés vont avoir un chanfrein qui est beaucoup plus bas. Exemple, le Donc là,
exemple, le Villaggio ou une pierre naturelle aurait disons, son semblant de chanfrein, puisqu'il n'y a pas de chanfrein sur la pierre naturelle, mais donc, il pourrait vous donner que votre sable va être environ à 3,8 de la hauteur de votre surface. Donc, c'est correct, c'est normal. Si vous venez remplir ça bien plein, bien là, votre client qui a choisi ce pavé-là, c'est parce qu'il aimait le look. Donc, si on vient remplir le joint, évidemment, ben, vous ne maximisez pas la beauté de ce pavé-là. Là. Et non seulement ça, mais vous courez à l'échec. Oui, absolument. Ça va être l'échec total tout le temps. Ouais. Donc, là-dessus, Luc, maintenant qu'on a couvert la compassion, la consolidation, si on parlerait de l'arrosage. Absolument, absolument. Donc, l'arrosage, pour ce qui est du G2 ici, on parle aujourd'hui un peu plus des sables G2. Donc, on vous parle, comme vous voyez à l'écran, d'un 30 secondes par 30 pieds carrés. Donc, pour la majorité des pavés que vous allez utiliser dans une année, ce qui veut dire que vous allez faire entre 50 et 70 pieds carrés par sac. Donc, c'est le temps que vous devriez passer à arroser votre première section, toujours en partant du bas de la pente vers le haut. Par contre, si vous avez fait 20-30 pieds carrés avec un sac, bien évidemment, c'est parce qu'on a des pavés soit plus épais, ou des joints plus larges. Des joints plus larges, exact. Donc, ça va vous demander plus d'eau. Donc, ça se pourrait que vous soyez sur place pendant 45 secondes, une minute. Puis aussi, évidemment, la température varie. Si vous êtes en plein été à 30 degrés, si vous êtes à l'automne à 10 degrés, moins d'évaporation. Donc, le temps est variable. Une chose qui est à retenir aussi par rapport à l'arrosage, on sait très bien, par le passé, OK? Ouais. On faisait juste une petite bruine. Absolument. OK? Absolument. On faisait juste une petite bruine, puis on s'en allait. Mais après ça, il y a eu quand même l'évolution des sables polymères. Oui. Et puis là, on disait, on a toujours disponible ces produits-là qui performent très bien, il ne faut pas se le cacher. Mais par contre, vous avez 3 étapes d'installation. Donc, une première douche, ensuite, on donne un temps de séchage ou du moins un laps de temps pour que le produit commence à s'activer. De 2 à 3 minutes. Oui, exact. Et vous répétez une deuxième fois, vous attendez encore 2-3 minutes. Et ensuite, vous allez refaire un troisième arrosage, donc beaucoup plus long, alors qu'avec les G2, comme on vient de vous le dire, c'est vraiment rapide. Par contre, c'est important de saturer votre espace. Donc, le point, là, pour vous dire, j'ai ma section assez d'eau, vous pouvez simplement réaliser là, que l'eau ne veut plus pénétrer dans vos joints. À ce moment-là, vous changez de section. Je le répète encore, toujours en partant du bas de la pente vers le haut. Et vous allez avoir une performance accrue à ce niveau-là, donc un résultat optimal. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire très bien, Luc, lorsque le joint a bien absorbé, il est temps d'arrêter. Oui, absolument. OK. Vas-y, Luc. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que si on le démanche, il faut lever égal. OK, on l'a. Donc, qu'est-ce qu'on a ici si on ouvre notre joint? Tu m'as-tu donné le bon? Oui. Eh oui. Donc, il y aurait une croûte mince qui est solide ici. Là, on le voit en haut. Le reste, c'est tout mou. Peut-être sur l'autre. Vous allez peut-être le voir un peu mieux. Là, tout ce défait, c'est pris ensemble. Mais la croûte de surface, c'était comme tantôt. On a une croûte très, très mince. Là, si vous n'avez pas arrosé ou suivi les instructions à ce niveau-là. Tu es habitué quoi, de toujours bien arroser, mais ça nous a donné des bons résultats. Oui, c'est assez surprenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, si on rouvre, qu'est-ce qu'on vous disait tantôt? Les joints larges. Là, on a un matériel Robert qui a pris de haut en bas parfaitement. On a un gros pouce et demi, là. Ah oui, puis même si on lève, on voit que le matériel est pris en pain, là. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. Avec le temps, évidemment, ça va sécher. La croûte est très dure.
Pourquoi? Parce que j'ai bien compacté le tout. Et la même chose, si on y va pour le joint un petit peu plus mince ici. Donc, celui-là est beaucoup plus difficile à couper. Et puis, on a quand même un joint quasiment complet, là. Oui, si on regarde, Robert, là, on a vraiment, là, on commence à jaser, là. Ouais. Là, on a de la vraie croûte. Donc, c'est pour vous prouver que vraiment l'arrosage fait son travail ici quand c'est bien fait et ça va vous donner des résultats optimaux. Donc, comme vous l'avez vu tantôt, une croûte très, très mince dans notre petit démonstrateur. Eh bien, ça fait le job. C'est ce qui se passe. Donc, on ne veut pas avoir un manque d'arrosage ou un mauvais arrosage. Yeah. Effectivement, c'est un beau produit avec beaucoup de raffinement, si je peux m'exprimer ici. Oui, il y a beaucoup de... Je pense qu'on l'a prouvé, là. Oui. Maintenant, j'aimerais pouvoir passer justement à une autre petite démo que tu m'as apporté, là. Oui. Ton céleri, là. On passe à la cuisine maintenant. On passe à la cuisine. Tu voulais me faire une petite collation en mi-chemin? Oui, exact. Donc ici, l'idée, c'est de vous montrer que si quelque chose qui a une capillarité dans le matériel, ce qui se passe, c'est que vous voyez le lot a monté dans le céleri. Donc, on l'a mis hier, Robert. Si on l'avait laissé encore plus longtemps, évidemment, vous verriez que l'eau monte. Donc, on va le voir dans le deuxième. Dans le deuxième, on a mis un morceau de béton. Oui. Donc, l'idée, si on avait un morceau de pavé qui est constamment assis dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte à la surface et on a un produit qui est complètement trempe. Ici, le morceau de bois simule votre joint de pavé. Donc, on voit que l'eau monte et va continuer à monter, là, probablement jusqu'en haut avec le temps. C'est ça, oui. C'est les capillarités qui fait faire ça, là. Oui. Et ici, on a le fameux joint, exemple, que ça simule un très gros joint, mais donc, on voit la couleur bleue très foncée ici. Donc, comme quoi, c'est très, très humide. OK, puis ça continue tranquillement. Là. Il commence à monter encore plus haut. Peut-être un peu plus dur à voir, mais on sent que c'est tout humide, là, jusqu'en haut. Donc, souvent, on voit ça sur les jobs où est-ce que on est dans des endroits humides où que probablement il y a eu de la poussière de roche d'utiliser comme lit de pose. Bien, on est assis dans l'eau et puis, ben, on a un joint qui est constamment humide. On va sauter à l'autre. Peut-on installer les sabres polymères? C'est une question qu'on vient de... Non, c'est pas une question du tout. C'est une attestation. C'est quelque chose qu'on a fait justement hier. Oui. OK? Oui. Donc, on a un beau petit vidéo à vous montrer. Qu'en est-il si vous installez le sable polymère très près du point de congélation? Donc, bienvenue à tous dans nos studios de Carignan. Beaucoup de gens nous posent la question si on peut installer le sable polymère sous 0 degré. Alors, j'ai rempli notre démonstrateur de sable. Un dernier petit coup de balai. On va l'arroser et on se revoit dans 15 minutes pour vous prouver les résultats. Bonjour tout le monde. Donc, on s'excuse. 15 minutes, 46 secondes et 39 centièmes. Donc, si on touche à notre sable polymère comme prévu illégalement, il va rester en place. En fait, il est prêt pour la pluie. Donc, ce qu'on veut ici, c'est qu'on l'amène dehors pour la nuit. Température de moins 8 degrés Celsius qui est en vue. Donc, on se revoit demain pour constater les résultats. Bonjour. Donc, aujourd'hui, moins 1 degré. On le dépose sur la neige. Moins 8 degrés prévu pour la nuit. Alors, on se revoit pour les résultats demain. Donc, nous voilà de retour après 18 heures à l'extérieur. La nuit a été autour de moins 8 degrés Celsius. Présentement, il fait moins 1 degré. Donc, si on touche au sable, il a durci. Donc, allons voir de plus près qu'est-ce qu'il y en est. Donc, bonjour à tous. Nous voici maintenant à l'intérieur. Donc, un petit résumé. Donc, on a installé notre sable hier à l'intérieur. Ensuite, on l'a arrosé selon les recommandations. Et on l'a mis dehors pour toute la nuit. Donc, il faisait moins 1 lorsqu'on l'a mis à l'extérieur. La nuit a été à moins 8 degrés Celsius. Ça fait 18 heures. Et si on le touche,
beaucoup de dureté. Quand même encore un peu mou, mais c'est normal. La hauteur est bonne. Donc, on se revoit en studio pour la suite. OK. Donc, nous revoilà. Oui, exact. Ça ici, c'est justement le test qu'on a fait, là. Oui, c'est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait hier. Donc, on a installé à l'intérieur le sable. On l'a mis dehors hier en milieu d'après-midi à moins 1 degré. Il a fait moins 8 degrés pendant la nuit. Et on l'a rentré ensuite à l'intérieur. Regardons ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même, si on voit, Robert, une bonne croûte qui s'est faite. Par contre, on a du matériel qui est resté lousse. Donc, probable que l'eau qui a pénétré a peut-être gelé dans la nuit, si jamais c'est trop élevé. Il est encore froid? Oui, il est encore froid. Il est encore froid. Il y a quand même beaucoup de flexibilité. Il tient en place. C'est ce qu'on veut. Évidemment qu'on n'a pas laissé assez de temps là, pour que le système, pour que le produit sèche. Si on ne l'avait pas défait, évidemment que le tout aurait fonctionné. Mais... oui, puis non, parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut démontrer ici? C'est que justement, le sable, il faut que je sois installé au-dessus de zéro et non en dessous de zéro. Exact. Okay? Évidemment, c'est ce qui se passe, c'est que si l'eau ne pénètre pas parce qu'elle gèle au fur et à mesure qu'elle veut descendre, vous avez un problème. Donc, s'il vous plaît, pour vous protéger, restez un peu en haut de zéro. Donnez-vous quelques degrés. Et s'il vous plaît, faites le travail en début de journée lorsque vous le faites tard en saison ou tôt, s'il y a possibilité que ça descende dans la nuit sous zéro. Sur ça, Luc, si on fait un petit résumé de l'épisode d'aujourd'hui. Oui. OK? Donc, on a parlé de drainage. On s'est assuré que justement, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante, que les joints sont toujours bien compactés et consolidés, que les hauteurs de joints sont toujours parfaites, comme on peut le voir ici. Oui. Et puis, naturellement, un bon arrosage, comme vous pouvez voir ici, mais encore plus avec les autres qu'on avait auparavant. L'arrosage est encore plus parfait. Et puis là-dessus, Luc, je te laisse la note de remerciement pour tout le monde. Oui, donc, au nom d'Alliance, à mon nom personnel, je vous remercie d'avoir été là avec vous. Je vous remercie pour toute la fidélité que vous avez au cours des dernières années. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Vous avez reçu le courriel concernant les alertes texto. Vous pouvez vous abonner. Et puis, Robert, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un cours avancé sur la Gator Base. Mais, Robert, beaucoup nous demandent, on en a parlé tantôt, quel genre de produit pourrait venir dur de haut en bas? Mm-hmm. Donc, on l'a vu dans notre dernière chronique des 2 nouveaux produits, le sable nitro. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous laisse là-dessus. Regardez ça et on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Merci, au revoir.